Nous allons évoquer ce soir avec notre invité la problématique de la prise en charge des personnes âgées en période de coronavirus. On le sait, cette pandémie qui secoue le monde depuis quelques années déjà, met véritablement à rude épreuve ces personnes âgées qui déjà ont une santé assez fragile. Alors justement, on pose la question à notre invité du jour, le docteur Sodjeron Apeti. Bonsoir, docteur Apeti. Bonsoir, mon frère. Merci à vous d'être notre invité. Vous êtes gériatre. Un gériatre, c'est une personne qui soigne les personnes âgées, c'est bien ça? Et bien sûr, c'est un médecin spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. Oui, oui. Lorsqu'on parle de personnes âgées, dans votre entendement, on commence par parler de qui exactement? Bon, généralement, on parle des personnes qui sont âgées à partir de 60 ans, selon l'âge chronologique. Mais dans la littérature africaine, les gens ont tendance à ramener ça jusqu'à 55 ans, sous prétexte que les Africains vieillissent plus vite que les Occidentaux. Moi, je suis quelqu'un qui ne montre jamais négativement mon continent, parce que la définition, elle est scientifique. Je vois des gens qui ont 60 ans en Europe qui sont plus vieux que des gens qui ont 70 ans en Afrique. Donc la définition est une définition conventionnelle. Tant qu'on n'a pas l'âge, on ne l'a pas. Maintenant, on peut se dire, si les gens n'ont pas la naissance, comment on fait pour corriger leur âge? Et moi, j'essaie toujours de faire ça en demandant l'âge de l'aîné, comparé par rapport quand est-ce que la maman serait mariée pour avoir l'âge vrai. Que de coller directement à l'Afrique que nous sommes pauvres, donc on ne mange pas bien, donc on vieillit plus vite que les Blancs. Ce débat, je le fais toujours avec même des gériatres en Europe, que ce n'est pas vrai. Que on prend un Togolais qui a 20 ans et un Français qui a 20 ans, il n'y a pas grande différence. De la même manière, 45 ans, il n'y a pas de différence. Donc, ce n'est pas parce que on doit être toujours l'Africain qui ne mange pas bien, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que c'est des étiquettes qu'on doit essayer d'enlever pour qu'on puisse nous considérer aussi dans la société. Donc, bref, c'est ça. Donc, c'est celui qui est âgé de 60 ans et plus. Et plus, d'accord. Oui. Alors, pourquoi justement à partir de 60 ans? Est-ce que c'est parce qu'à partir de 60 ans, dans la vie d'une personne, il y a des changements, il y a des nouveautés? C'est pour ça qu'on classe la vieillesse à partir de 60 ans? Je peux dire qu'il y a d'abord la définition liée au vieillissement des différents organes. Parce qu'on a fait des études histologiques, même cellulaires, on a vu qu'à partir de 60 ans, il y a eu une décroissance de certaines fonctions vitales. Et de manière plus accentuée. C'est ça qui fait qu'il y en a qui vont vieillir normalement quand même, mais si vous avez aussi des maladies, vous pouvez vieillir plus précocement. Donc il y a une maladie pour laquelle même à 15 ans, vous êtes comme un vieux qu'on appelle progéria. C'est ça. Mais c'est une définition que généralement on base sur l'âge de départ à la retraite. Donc on dit que bon, à partir de 60 ans, les gens sont normalement à la retraite. Donc c'est une définition qui est axée plutôt sur la profession. En dehors du contexte biologique. C'est bref, c'est ça. Parce que justement, il y a par exemple des gens, et c'est pas non plus rare, hein, qui ont 60 ans, mais qui sont très robustes. Oui, c'est ça qui fait la particularité même de la prise en charge de la personne âgée. On est même arrivé à les classer en 3 groupes. Il y a les personnes âgées qu'on appelle les personnes âgées vigoureuses. Malgré l'âge, vous les voyez, vous ne savez même pas qu'ils sont âgés. Il y a les personnes âgées fragiles qui, compte tenu de l'âge ou pas, c'est des gens qui sont capables de se casser. On les appelle comme si c'était des œufs. Et les personnes âgées malades ou dépendantes. Donc, de toutes les façons, l'âge n'est aucun critère en gériatrie, en fait, pour prendre en charge un patient âgé. Donc, se baser sur l'âge pour dire que oui, il a 75 ans, il a 80 ans, donc on ne peut pas lui faire ceci, c'est un mauvais critère de jugement. C'est l'état général avec les composantes des maladies qu'on utilise comme critère de classification gériatrique. C'est ça qui fait que un patient gériatrique, normalement, c'est un patient d'au moins 65 ans qui a au moins 2 ou 3 pathologies dont le pronostic mal géré peut aggraver sa vie. Donc, il y a la définition du patient gériatrique et la définition de la personne âgée. Malheureusement, bon, dès qu'on est âgé, on ne fait pas la différence entre le patient gériatrique et la personne âgée. Et on vous colle les étiquettes, tout ce que vous avez comme symptômes, on va vous dire que c'est l'âge, jusqu'à ce que l'œuf se casse. Et on dit que bon, c'est là, tu as vieilli, c'est pourquoi tu es parti, alors que ça n'a rien à voir. Généralement, même c'est notre manière de ne pas être très sérieux envers ces personnes âgées et de faire aussi des prescriptions abusives. C'est ce que moi j'ai souvent constaté, qui fait que ces personnes âgées nous-mêmes, on les pousse à rentrer dans ce qu'on appelle cascade polypathologie, c'est-à-dire on suppose que la personne âgée c'est une succession d'œufs, c'est-à-dire des œufs, et si vous ne faites pas attention, vous lancez une boule
et ça casse le premier œuf, tous les autres peuvent se décompenser. Et c'est en ce moment-là que la personne, si elle n'a pas la chance de partir en même temps, devient grabataire, perd l'autonomie, reste là-bas, fait les escales, tout ça là. Alors que c'est nous qui avons fait. Si on avait pris très tôt la disposition qu'il faut, cette personne pourra rester debout. C'est pourquoi nous on dit en gériatrie, l'objectif du médecin, c'est que la personne âgée, si tu l'as vue debout, reste debout. C'est ça l'objectif principal. Et c'est ça qui fait qu'on mise beaucoup plus sur certains principes simples qui sont bouffer, bouger, boire. Parce qu'on sait que quand vous mangez bien, vous buvez bien et vous bougez, vous resterez debout. Donc si une personne âgée, même des petites maladies comme le palu, on ne vient pas l'hospitaliser, coucher pour dire on va faire sérum pendant 3 jours. Il va perdre la marche. Donc il faut voir tous ces aspects plutôt que de se baser sur l'âge, il va se reposer pour pouvoir se renforcer. Non. Une personne âgée qui se couche pendant 24 heures régresse toujours. Est-ce que ça veut dire que systématiquement, lorsque une personne âgée tombe malade et va dans une structure hospitalière, cette personne doit en principe être prise en charge par un gériatre? Normalement, ce qui se fait dans les pays qui ont compris, c'est que, je donne toujours l'exemple de la pédiatrie. Oui. Quand un enfant est malade, normalement, l'enfant doit rester en pédiatrie. Je ne parle pas des petites choses que tout le monde peut gérer. L'enfant reste en pédiatrie, quitte à ce qu'on demande l'avis d'un spécialiste d'organes. Si l'enfant est en pédiatrie mais a un problème cardio, on appelle le cardiologue, il vient donner son avis. Encore qu'aujourd'hui, il y a même la cardiopédiatrie. Si l'enfant est en pédiatrie mais a un problème neuro, on peut l'appeler parce que le pédiatre est formé pour pouvoir gérer beaucoup d'aspects de toutes ces choses, en plus du fait que c'est un enfant. C'est la même chose en gériatrie parce que si vous gardez la personne âgée chez vous, peut-être que votre spécialité concerne un seul organe, et vous vous acharnez sur cet organe et que la cascade que je dis là survient, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir peut-être les autres spécialistes à côté, en plus de l'approche gériatrique, la personne va se dégrader. Et c'est ça qui fait que les personnes âgées traînent dans des services, alors qu'en fait, ce qu'il avait amené ne nécessitait même pas une hospitalisation. Nous, on parle de contention. Contention, c'est empêcher la personne de se balader, de se promener. Par exemple, vous mettez un sérum, c'est que vous avez attaché la personne. 48 heures, la personne se lève sans des vertiges. Elle va penser qu'elle va tomber, donc elle ne va plus vouloir marcher. Par conséquent, la personne reste couchée et les conséquences de ce qu'on appelle les complications de décubitus aussi vont survenir. Donc, c'est en gros à nous de savoir qu'une personne âgée malade doit rester dans le cadre de la spécialité de personnes âgées. Quitte à ce qu'on demande l'avis des spécialistes d'organes de venir donner leur point de vue et que le gériatre utilise tout ça. Même aujourd'hui, les choses se spécialisent encore plus de telle sorte que même si vous avez fait une spécialité d'organes, je donne l'exemple, par exemple, vous êtes cardiologue, vous devez vous organiser si vous voulez vraiment gérer les personnes et faire la gériatrie. Et on vous appelle cardio-gériatre. Donc, un cardio-gériatre, ce n'est pas un cardiologue qui prescrit chez une personne âgée. C'est un cardiologue qui a fait la gériatrie. Neurogériatre, il y a la même chose. Même en chirurgie, c'est-à-dire orthogériatre, c'est un chirurgien orthopédique mais qui a fait la gériatrie, qui aura une approche gériatrique par rapport à la personne âgée. Et c'est ça, en gros, qui rentre dans le cadre même de la problématique qui nous a réunis aujourd'hui, de telle sorte que il y a des approches qu'on utilise pour les jeunes, mais qu'on utilise pour tout le monde, et qui, en fait, créent d'autres problèmes chez ces personnes âgées. Et c'est l'objectif de notre rencontre, en fait. D'accord. Alors, je l'ai dit en introduisant que nous sommes dans une période de coronavirus et on sait comment le monde est sous tension. C'est une période qui a, en tout cas, une maladie qui a davantage exposé la vulnérabilité des personnes âgées. Alors, dites-nous pourquoi les personnes âgées sont si vulnérables au Covid-19 ? Bref, j'aurais aimé avoir une image qui devait nous permettre de comprendre généralement. Ce n'est pas seulement le Covid-19. Nous, en gériatrie, il y a un schéma qu'on appelle 1, 2, 3 d'un certain Gigi Bouchon qui consiste à avoir une courbe sur laquelle on a le seuil d'insuffisance. Ce seuil d'insuffisance, c'est quand vous allez tomber en dessous de ce seuil que vous vous cassez. C'est ça qui fait qu'une personne âgée qui a bien vieilli peut faire 100 ans, mais vous allez voir la personne est solide tant que la personne est au-dessus de ce seuil. Ça, c'est le vieillissement réussi, ça. Il y en a qui ont des maladies chroniques, l'hypertension, le diabète, l'asthme, tout ça qui vont faire vieillir vite vos organes. Mais de toutes les façons, sans que ces maladies ne se compliquent, vous ne tombez pas sous le seuil de l'insuffisance. Mais lorsqu'il y aura un événement aigu, que nous on appelle le facteur déclenchant, c'est à ce moment-là que le seuil d'insuffisance que vous n'avez pas atteint, que vous allez tomber en dessous.
Donc, il y a déjà le vieillissement normal qui fait que ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle des organes diminue. Mais de toute façon, vous ne tombez pas malade. Si vous avez peut-être des petits trucs, des petites asthénies, on va les gérer, tout ça. Et la maladie chronique aussi vous accompagne. Tant qu'on gère bien, si vous avez l'hypertension, que c'est bien géré, vous n'aurez pas les complications aussi précocement. Mais il faut savoir que vous allez être un peu éloigné du seuil par rapport à celui qui n'a rien. Et maintenant, si l'événement aigu vient, supposons, ça peut être une infection, ça peut être une déshydratation, même l'isolement social. Il suffit que vos enfants ne vous visitent pas comme il faut, vous pouvez décompenser les organes. Donc, tout ce qui a vieilli attend juste un facteur déclenchant. Donc, c'est ça qui fait que le Covid-19 est un facteur déclenchant. Ça peut être l'infection avec l'agression pulmonaire, ça peut être la fièvre, ça peut être tout ce que ça donne comme signe. Ça va décompenser, par exemple, le cœur. Et vous allez faire maintenant, par exemple, décompensation cardiaque. Ça peut donner ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire au niveau du cœur. Vous pouvez envoyer un caillot dans le cerveau. Tout ça, là. Donc, c'est ça qui fait parce qu'il y a déjà, sur le plan basique, une vulnérabilité du fait du vieillissement des organes. Maintenant, tout facteur qui vient, c'est pourquoi je dis souvent à mes collègues que, comme les personnes âgées sont susceptibles de décompenser souvent l'organe avec des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés à respirer, et aussi avec la fréquence des anémies, si nous approchons toutes ces personnes âgées avec l'idée que toute difficulté respiratoire est un Covid, nous allons les perdre. Donc, ce qu'il faut, c'est de voir si on peut faire plus de traitements présomptifs. Bon, généralement, on ne se comprend pas. Parce que donner le médicament, tout le monde sait qu'on fait traitement visé diagnostic. Donc, au lieu d'attendre de confirmer forcément le diagnostic, alors que cette personne, chaque minute qui passe, expose la personne soit à des complications, même si la personne arrive à vivre comme la perte d'autonomie, tout, ou soit la personne peut décéder. Alors que, bon, nous tous on connaît aujourd'hui les protocoles avec des médicaments simples qu'on peut mettre sous réserve que, bon, si on arrive à faire le test, on puisse trouver. Donc, c'est des approches comme ça. Il faut plutôt parce que on ne garde pas un œuf sous un marteau en attendant on va attendre à ce que le marteau tombe d'abord. Parce que le marteau peut tomber à tout moment. C'est l'objectif, en fait, de mes discussions avec mes amis, mais généralement, on ne se comprend pas. Moi, je le fais parce que je dis, un médecin, il doit sauver des vies. Et puis, tu dois avoir aussi l'autonomie de prestation. C'est ça qui permet, en fait, à ce que certains, qu'on peut dire, bon, on suspecte le Covid-19, on garde la personne âgée, on fait le prélèvement, on attend 48 heures, 24 heures. Tout ce qui peut arriver arrive. Donc, le mieux, c'est que les gens comprennent aujourd'hui que décompensation cardiaque disponible chez une personne âgée ne va pas être forcément liée à un Covid. On prend le Covid comme étant un facteur déclenchant. C'est ça qui fait que leurs décès seront beaucoup plus dus à ces facteurs qui sont derrière. Plutôt qu'au Covid. Plutôt qu'au Covid. C'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent que nous sommes là pour soigner, pour sauver des vies. Et les protocoles sont là pour faire les protocoles, mais l'important, c'est d'avoir donné le sourire à un individu. Merci. Alors, en même temps, vous savez, les personnes âgées, quoi qu'on dise, lorsque vous avez 60 lunes, 70 lunes derrière vous, c'est que vous avez connu beaucoup de maladies auxquelles vous avez survécu. Alors, pourquoi leur organisme ne développe pas, au contact de toutes ces maladies que ces personnes ont connues durant leur vie, cette immunité qui les rendrait plus robustes? C'est une belle question, mais malheureusement, ce que j'ai dit, c'est que toutes les maladies ne sont pas aussi immunisantes. Il y a certaines maladies même qui n'ont rien à voir avec l'immunité. Je parle de l'hypertension, je parle du diabète, je parle de l'asthme, tout ça là. Les maladies systémiques, tout. Les infections graves que vous avez faites dans votre jeunesse ou bien adultana, comme par exemple la tuberculose. Ces maladies, en fait, fragilisent l'organisme. Même avec l'évolution de l'âge, les cellules immunitaires même ont tendance à diminuer. Donc, ce que je peux dire, le maestro qui a en fait les lymphocytes, qui diminue généralement pour plusieurs raisons, parce que je profite aussi pour le dire souvent, nous parlons toujours de bouffer, c'est-à-dire pour construire les organes, il faut manger. Malheureusement, les personnes âgées sont soumises à des régimes de toutes sortes alors qu'ils n'en ont pas trop besoin. On ne donne pas des régimes à un enfant. Donc, ça fait que l'immunité est affaiblie par la diminution même du taux de lymphocytes. Donc, de toutes les façons, tous les organes vieillissent, y compris votre immunité. Même au niveau de la moelle osseuse, il y a un vieillissement de la moelle
Donc, la réactivité avec laquelle vous devez répondre aux problèmes diminue. Oui. L'immunité que vous avez acquise, puisque je parlais de capacité fonctionnelle, de réserve fonctionnelle, l'immunité aussi que vous avez acquise tous les jours. Si vous avez une voiture, bon, si vous conduisez bien, vous rodez bien le moteur, ça peut être bien, mais si vous passez aussi le temps à trop l'agresser, la voiture va tomber en panne. Donc, le vrai problème pour les personnes âgées, c'est la non-coopération de ces réserves, du fait qu'avec l'évolution de l'âge, ces réserves diminuent inéluctablement. Donc, c'est une courbe. Donc, au fait, notre immunité est plus importante lorsque on est encore enfant. Nous, tous ceux qui sommes ici, notre réaction par rapport aux microbes n'est pas la même chose que par rapport aux enfants. C'est ça même qui explique aussi que les enfants ne font pas trop les vraies formes de Covid. C'est ça. Donc, disons en gros que c'est dû au fait que dans l'organisme de la personne âgée, tous les systèmes vieillissent. Donc, ce qu'il a acquis même comme réserve aussi vieillit. C'est pourquoi même quand l'âge avance, on recommande de prendre certains vaccins, surtout dans les pays où la vaccination est de règle. C'est ça. Alors, ça veut dire, si on suit très bien ce que vous venez d'expliquer, que vous avez tantôt expliqué sur la vulnérabilité de ces personnes âgées au Covid-19, c'est que les cas de Covid qui touchent les personnes âgées ne doivent pas finalement être traités comme dans tous les autres cas. Non, ce que je peux dire, c'est que si on a l'affirmation du diagnostic, on peut traiter. Maintenant, où les traiter et comment organiser le traitement, en fait, c'est ça. C'est ça, oui. Parce que j'ai donné un exemple tout à l'heure, les méthodes pour prendre en charge les personnes âgées de Covid-19 ne sont pas différentes des méthodes qu'on utilise chez les autres, c'est-à-dire l'isolement. Or, vous isolez une personne âgée, la probabilité est forte que la personne dise, mais je viens faire quoi ici seul? Puisque j'en ai rencontré. Où sont mes enfants? Généralement, ils glissent. Nous, on appelle ça syndrome de glissement. Je suis seul, je profite, je m'en vais. Donc, ces personnes âgées, comment on peut les faire? Il y a les méthodes de barrière. Moi, je le dis, il y a des méthodes de barrière. Si la personne n'est pas dans un état où l'isolement est indisant avec détresse respiratoire, assistance respiratoire, on peut l'isoler dans une salle, seul. La famille utilise les méthodes de barrière et reste à côté. C'est ça, parce que nous, on dit que toute personne âgée sait que ce n'est plus aujourd'hui que je vais aller à l'école, avoir mes diplômes, travailler demain. C'est plus aujourd'hui que je vais apprendre un métier demain. Il sait que, la personne âgée sait que la seule chose qui l'attend, c'est quitter un jour. Donc, il y a cette phobie de mourir de telle sorte que quand les événements viennent, la personne a tendance à dire que c'est fini pour moi. Donc, sinon, on ne sait pas l'accompagner, il profite, il glisse. C'est un syndrome bien décrit. Vous êtes là, la personne vous regarde, vous souriez, puis on dit que papa vient de nous sourire. Il vous tourne le dos, il s'en va. Donc, c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que la méthode d'isolement qu'on a mis en place, on doit essayer de relativiser ça par rapport aux personnes âgées. Parce que l'isolement social seul, c'est un problème. Si on rapporte ça peut-être aux Occidentaux, moi, je le dis toujours, chaque société a une valeur socio-culturelle et anthropologique. Même philosophique. J'allais vous poser les questions sur les maisons de retraite qu'on a dans les pays occidentaux, qui sont légion aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne méthode? Oui. Moi, tous ceux qui m'ont contacté, quelle que soit leur position, connaissent quelle est ma position par rapport à ça. Et ça n'a même pas fait une semaine, une Française est venue parce qu'elle disait qu'elle évaluait les droits des personnes âgées au Togo. Elle est venue dans le cadre d'une ONG. On s'est vu dans notre centre. À la fin, elle a compris que ce plagiat ne donnera rien. Puis moi, je lui ai expliqué. Elle parle de droit. Elle dit non, vous ne connaissez pas d'abord notre société. Vous ne savez pas comment notre société est organisée. Donc, vous ne pouvez pas venir nous écrire le droit des personnes âgées chez nous. Donc, nous, on va écrire nos droits. On va venir voir ce qui est bon chez vous et on peut venir améliorer. Elle dit qu'elle a fait ça en 2018. Elle est venue. J'ai dit non, votre évaluation sera biaisée. Quel que soit ce que vous faites, c'est que ça sera faux. Donc, on a discuté à la fin. Elle a compris que non, que le problème n'est pas là-bas. Et elle a compris aussi que notre problème, en fait, c'est un problème organisationnel. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Les maisons de retraite, les gens sont dans leur continent. Ils n'ont pas fait assez d'enfants. Mais tu as fait peut-être un seul enfant, peut-être l'enfant est décédé avant que toi tu ne viennes, ou bien l'enfant travaille peut-être en Italie alors que toi tu es en France. Comment on doit te protéger? La première personne qui doit protéger quelqu'un en absence de votre famille, c'est l'État. Donc l'État a obligé de créer un coin pour vous garder là-bas
en supposant que, bon, on va recruter les gens, ils vont jouer le rôle de ce qu'on appelle les dents naturelles. En fait, c'est ça l'objectif de ces gens. Nous, on est ici, on est en famille. Oui. Moi, je dis, ce n'est pas la peine d'aller désocialiser une personne âgée pour dire qu'on me met dans une maison de retraite. Il peut y avoir quelques racas, mais il faut qu'on pense ça dans le contexte socio-culturel de l'Afrique. Et j'avais remis à la jeune dame une publication que j'ai faite avec un de leurs patrons là-bas, qui est une éminence de la spécialité. Et c'est le patron qui a conclu l'article. Il a dit la mise en place de la gériatrie au Togo doit tenir compte du contexte socio-culturel de l'Afrique. Et il m'a dit, ne répétez pas chez vous ce que nous avons déjà fait chez nous. L'exemple de la prise en charge de la personne âgée nous viendra de l'Afrique. C'est ce que le professeur a dit. Je le cite souvent parce que les gens comme ça sont rares. C'est un certain professeur Alain Franco. Il a été clair. Moi, je suivais une émission la fois passée où un professeur d'infectiologie a dit que non, qu'en matière de gestion de Covid-19, pour plusieurs raisons, il doit venir prendre l'exemple chez les Africains. Je pense que c'est le professeur Philippe Fomelo, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il a dit. Que personne n'a compris pourquoi les Africains n'ont pas eu l'hécatombe. Pourquoi les Africains n'ont pas eu l'hécatombe. Même nous, on a compris. Il a cité aussi des articles. Et à travers ces articles, nous tous, on a compris pourquoi l'Afrique n'a pas eu l'hécatombe. Donc moi, je n'aime pas qu'on fasse peur aux gens, alors que les faits sont là et sont vérifiables. Donc il va falloir que nous, les Africains, on descende sur terre pour savoir réellement quelles sont vraiment les vraies raisons qui justifient que nous avons tel problème ou bien nous n'avons pas tel problème, et de pouvoir produire des solutions endogènes propres à nos réalités, en fait. Alors maintenant, dans le contexte de Covid-19, là, nous sommes maintenant dans notre contexte social. Si on doit protéger les personnes âgées, quelles mesures barrières peut-on édicter pour ces personnes-là? Moi, je dis généralement la mesure barrière la plus simple qu'on doit leur édicter, c'est des gens souvent qui ont déjà certaines pathologies qui peuvent être dispénisantes. Donc, mettre systématiquement les cache-nez partout, pour moi, c'est un peu gênant pour eux parce que ça peut les empêcher de bien respirer, mais respecter plutôt la distanciation sociale. Le lavage des mains, tout ça, là, ça permet juste d'éviter ce qu'on appelle la projection des germes, ou bien le contact des germes. Sinon, les cache-nez systématiquement chez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, qu'on est en train de gérer, qui se découvre de temps en temps, c'est inconfortable. Et ça fait aussi que parfois, quand tu les reçois en consultation, ils disent qu'ils sont fatigués de ça, ils préfèrent mourir, tout ça. Là, ils le disent clairement. Mais moi, je dis généralement que le vrai problème de nous en Afrique, c'est qu'on ne fait jamais le point à la fin pour voir. C'est ce que la littérature dit. C'est ce que les médias disent. Mais qu'est-ce que nous voyons réellement? C'est ça notre problème. Et ça qui fait que quand vous êtes dans cette position, il est difficile de s'entendre avec beaucoup de gens. Parce que nous, on doit se comporter comme en fait des répétiteurs des cours des autres. Le professeur dont je viens de parler qui a dit que l'Afrique a mieux géré le Covid que eux en France, il a cité plusieurs arguments dont un concerne en fait la génétique de l'homme noir. Il a dit il y a un gène que seuls les caucasiens, la peau blanche, a. Et ça rend vulnérable même au Covid. Mais on n'en parle pas. C'est publié dans Science Directe, tout ça là. Il a dit que les Africains, ils ne sont pas peuplés. Mais on nous dit tous les jours qu'on est peuplé, il faut réduire tout ça. Ou même moi, ceux qui nous disent de réduire, c'est eux qui veulent qu'on construise des maisons de retraite. Nous, si on veut faire des enfants pour pouvoir remplacer les maisons de retraite, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, revenons toujours à nos réalités. Et moi, je pense que même l'Africain tel qu'il vit, ça lui permet en fait d'être en contact avec le naturel. Ça aussi, il y a l'immunité croisée. J'espère que ça aussi, ça aurait joué un jeu du fait que l'hécatombe n'a pas eu lieu. En Afrique. On a mis tout ce qu'il faut, mais l'hécatombe n'a pas eu lieu. Je ne pense pas qu'on a les meilleurs hôpitaux par rapport à ceux-là. On n'a pas grand-chose. Donc, on doit se poser des questions. Est-ce que les médicaments qu'on utilise contre le palu et qui peuvent avoir des effets sur le Covid, comme nous on l'utilise systématiquement, vous êtes là, vous sentez un petit symptôme, vous allez à la pharmacie, vous payez le médicament de palu, vous le prenez, une semaine après ça ne va pas, vous reprenez. Est-ce que tout ça là, j'aurais aimé qu'on fasse des études comme ça, au lieu de nous mettre dans un canal où à la fin, on ne sait même pas qu'est-ce que l'Afrique a apporté au monde, en ce moment où nous avons aussi la capacité de dire aux autres que pour telle raison,
nous avons pu gérer tel problème et nous aussi, voilà nos solutions. D'accord. C'est ça. Alors maintenant, vous savez très bien que c'est je l'appelle la valse de la vaccination. Est-ce qu'elle est efficace pour ce type de personnes dont nous parlons? Bon, bref, disons, la vaccination, c'est une question d'école. Même chez les enfants, chez les adultes, il y a toujours 2 cas d'école. Il y en a qui disent que la vaccination n'est pas très, très protectrice. Oui. D'autres disent que ça protège. Parce qu'il y en a qui privilégient la vaccination naturelle. Et moi, je dis, bon, aujourd'hui, on est dans une situation, c'est comme s'il y a une guerre. Même s'il y a la guerre, chacun choisit. C'est ça qui fait que dans les pays occidentaux, dans la majorité des cas, on n'impose pas. Le vaccin n'est pas imposé. Donc, on laisse les gens réfléchissent, ils choisissent. Parce que je disais quelque chose tout à l'heure, même si on vaccine une personne âgée, la cascade que je dis là, que la fièvre même peut donner, ça veut dire que si vous vaccinez une personne, il faut surveiller. Parce qu'on en reçoit. Ils sont vaccinés, ils viennent, ils décompensent le cœur. On en reçoit plein. Donc, il faut que quand vous vaccinez, vous sachiez que si je vaccine et la personne fait même la forme mineure, les organes qui sont derrière peuvent se décompenser. Ce n'est pas comme pour nous, on vous vaccine, on dit, bon, allez à la maison, prendre para, tout ça là. Non, il peut prendre para, mais il peut décompenser. Et les cas comme ça, il y en a plein. Moi j'en reçois. Et je leur pose toujours la question. C'est ça, donc, il faut que quand on continue la vaccination, c'est un choix individuel. Moi, quand les parents me demandent, est-ce que vous voyez qu'on peut vacciner ma maman ou pas, je dis non. Vous discutez entre vous. Moi, je ne donne pas mon opinion. Si je dis d'aller faire le vaccin et que par hasard quelque chose arrive, vous direz que c'est moi. C'est l'État qui a mis les vaccins à la disposition. Donc c'est à chacun maintenant de décider. C'est ce que moi je leur dis. Donc question de vaccin, dans la vie c'est des cas d'école. Traiter une maladie, c'est des cas d'école. Donc moi je suis de ceux qui pensent que s'il y avait les moyens, je pense que beaucoup ont déjà fait même cette maladie. Beaucoup en ont fait de manière asymptomatique. On allait doser les anticorps pour voir ceux qu'il faut vacciner. Mais comme probablement il n'y a pas les moyens, on a pris cette méthode. Parce que j'ai des collègues qui sont à l'extérieur, qui ont fait la maladie, on ne les a plus revaccinés. Même si on les a traités, on a dosé les anticorps. Et si on dose les anticorps, tu ne te vaccines pas. Donc je pense que ça doit être la meilleure piste, surtout pour ces personnes âgées où ce risque que je dis aussi est là. Parce qu'on peut te vacciner, on peut vouloir te faire du bien, et puis le problème peut survenir. J'étais entre parenthèses certains qui ont eu aussi les conséquences un peu néfastes par rapport à ça. C'est ça. Et finalement, on finit ici, docteur Apeti. Quels sont vos conseils aux personnes âgées face à la pandémie? Bon, ce que moi je peux dire par rapport aux personnes âgées, c'est comme elles sont considérées comme des œufs, c'est d'être quand même prudentes. Garder un peu la petite distanciation par rapport à leurs enfants qui sortent, qui reviennent. Mais aussi, je vais dire aux enfants aussi de ne pas trop s'éloigner de leurs parents, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'isolement. Si la maman sent que vous restez très loin d'elle, elle peut avoir des troubles au niveau psychologique et partir. Donc, les personnes âgées doivent bien manger, parce que devant toute situation, il faut avoir de l'énergie pour affronter. Lorsqu'ils ont un petit symptôme, quel que soit le symptôme, il ne faut pas que quelqu'un leur dise que c'est la vieillesse. Quel que soit le symptôme, ils n'ont qu'à aller dans un centre de santé un peu réputé. Parce que moi, je pense que généralement, les gens vont dans les petits coins pour qu'on mette des sérums, tout ça. Elle va dans un centre de santé un peu réputé pour qu'on voit réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour qu'on ne rentre pas dans cette affaire de cascade qui est en fait pour moi le vrai problème de la personne âgée. Parce que quand ça survient, beaucoup de gens disparaissent en fait. Parce qu'on ne comprend plus rien ce qui se passe. Vous faites un AVC, fibrillation auriculaire insuffisante cardiaque. Vous êtes là avec embolie pulmonaire, tout ça. Les gens ne savent plus comment il faut te traiter. Donc, tout le monde gesticule jusqu'à ce que ça se casse. Alors qu'on pouvait arranger tout ça si on avait une approche gériatrique. C'est l'occasion de dire s'il y a des possibilités qu'on encourage les jeunes, parce que la population vieillit. La population vieillit, qu'on encourage les jeunes à faire des spécialités de ce genre pour qu'on puisse véritablement prendre en charge nos aînés, qui en fait sont ceux qui ont construit tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Et n'oublions pas que demain, nous aussi, nous allons vieillir. Si nous les négligeons aujourd'hui, demain, on serait devant quand même les conséquences aussi. C'est cyclique. Docteur Sodjeron Apeti, merci d'être passé répondre à nos questions. Vous êtes gériatre et vos explications étaient très intéressantes. La pause tout de suite. Le journal, 10 minutes après, ce sera Regard croisé.